Bien. Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour la présentation de ce contre-projet, de cette vision alternative que nous proposons à la loi de programmation militaire, au projet gouvernemental. D'abord, je souhaite vous présenter rapidement les grands axes de critique du projet gouvernemental, de la loi de programmation militaire, les raisons pour lesquelles il nous a paru indispensable de présenter une vision alternative, telle qu'elle va être évidemment défendue au cours du débat en séance. Et dans un deuxième temps, mon collègue Bastien Lachaud rentrera un peu plus dans les mesures qu'on pourrait appeler les mesures phares du contre-projet. Dans un premier temps, donc, évoquons rapidement le projet du gouvernement et soulignons d'une part que ce texte arrive à un moment qui est inattendu puisque la LPM en cours a encore 2 ans devant elle. Si bien qu'on s'interroge et on se demande quelle est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité anticiper le renouvellement de la LPM. On se le demande d'autant plus que les premières marches, c'est-à-dire que les 2 premières années du projet de LPM vont consacrer les mêmes montants à la défense que les 2 dernières années de la LPM en cours. Donc on ne voit pas de nécessité dans la réaffectation des crédits, ou en tout cas dans l'affectation des crédits, le volume budgétaire, on ne voyait pas de nécessité dans l'idée de faire cette nouvelle LPM. On en voit d'autant moins qu'en réalité, les documents stratégiques qui ont accompagné l'élaboration de cette LPM sont extrêmement minces, voire assez pauvres. C'est le cas de la Revue nationale stratégique en particulier, mais c'est aussi le cas du rapport annexé au projet de loi tel qu'il nous a été présenté en commission. Et donc, on a d'ores et déjà la conviction que le gouvernement s'est donné une LPM d'une certaine façon pour ne pas respecter celle qu'il avait choisi lui-même d'adopter, ou que les macronistes avaient choisi eux-mêmes d'adopter en 2018, puisque la seule chose qui est modifiée, en réalité, pour ce qui est au moins des 2 premières années, ce sont les objectifs de commande de matériel, d'achat de matériel, et les cibles qui sont repoussées d'au moins 5 ans. L'atteinte des cibles matérielles repoussées au moins 5 ans. Donc, alors qu'on a eu un gouvernement qui s'est vanté pendant des années d'avoir exécuté la LPM à l'euro près, on a 2 ans qui vont servir à masquer une forme de décrochage ou de renoncement à minima, puisque dans ces 2 prochaines années, on sait très bien que l'inflation va rogner la marche qui était prévue. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement fait le choix d'une baisse réelle de pouvoir d'achat par rapport à ce qui avait été anticipé dès 2018. Par ailleurs, ce texte pose un deuxième problème, c'est qu'il ne voit pas la réalité du monde, ou il n'anticipe pas suffisamment la réalité du monde dans lequel les appareils, les personnes qui vont être formées ou financées vont devoir opérer. Parce qu'une LPM, ça n'anticipe pas un modèle d'armée à 3, 4 ou 5 ans, ça n'est pas vrai, ça anticipe un modèle d'armée, notamment pour des raisons industrielles, à 20, 30, 40 ans et même plus. Si bien que les choix qui sont faits aujourd'hui vont engager le pays sur plusieurs décennies, et il faut avoir la conscience qu'il y a un risque de décrochage si on s'en tient aux choix qui sont faits par ce projet. La réalité du monde dans 30 ou 40 ans, par exemple, c'est un monde dans lequel le pétrole ne sera plus une denrée naturelle ou abondante, comme disait le président de la République. Il faut se rendre compte du genre de bouleversement que ça peut représenter pour un ministère aussi consommateur d'énergie que le ministère des Armées. Ça devrait faire l'objet en soi d'un chapitre. Cette LPM ne pose pas ce genre d'enjeu sur la table. D'où donc notre contre-projet qui défend une conception, j'ai envie de dire, quasiment traditionnelle à gauche, qui est celle d'un lien nation-armée renforcé, avec une proposition désormais qui est peut-être mieux connue désormais, qui est celle de la conscription citoyenne, avec la volonté d'investir encore davantage dans les nouvelles frontières de l'humanité. C'est un axe très fort de nos propositions déjà depuis 10 ans, avec la nécessité d'agir pour disposer d'une filière pleinement souveraine dans le domaine de la maîtrise des fonds marins, dans le domaine du quantique, des calculateurs de haute puissance, des domaines dans lesquels on a sous-investi encore ces dernières années et pour lesquels il n'est pas tout à fait certain que le gouvernement vise pleinement la souveraineté. Et nous proposons évidemment aussi
des modes d'action qui permettent de sortir les relations internationales de la conflictualité dans laquelle les place le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire des relations internationales strictement dominées par l'idée de la compétition, de la concurrence, et cette compétition qui peut déboucher, évidemment, in fine, sur le conflit armé. Nous proposons une vision qui articule la capacité souveraine à prendre des décisions, à se protéger, et en même temps, à offrir des perspectives pour une action de coopération renouvelée au niveau international. Je vais laisser Bastien Lachaud présenter rapidement, enfin autant qu'il le pourra, les grands axes du projet, et nous serons à votre disposition pour quelques questions. Merci beaucoup. Alors, le débat qui va s'ouvrir sur les 15 prochains jours, en fait, il est assez simple. Quelle est la vision et l'ambition que l'on donne à notre nation dans le monde pour les prochaines années? Est-ce que nous acceptons l'idée d'une nation qui serait réduite au rang de supplétif des Américains au sein d'une pseudo-défense européenne soumise aux intérêts de l'OTAN? Ou alors est-ce que l'on considère qu'au vu des bouleversements monétaires, financiers et écologiques que le monde vit aujourd'hui, la France a besoin de récupérer et de porter une voix singulière dans le monde? Porter une voix singulière au service de la paix, au service de l'intérêt général humain. Lorsque le général de Gaulle a pris la décision en 1967 de quitter le commandement intégré de l'OTAN, il a permis à la France de porter pendant des décennies une voix particulière, une voix au service de la paix, au service du droit international. Depuis 2008, le président Sarkozy a décidé de nous faire réintégrer le commandement intégré de l'OTAN. 15 ans plus tard, qui peut nous dire en quoi cela a servi les intérêts de la France? Il n'y a eu aucun bilan de ce retour dans le commandement intégré de l'OTAN. Aujourd'hui, est-ce que la France défend plus sa voix au sein de l'OTAN qu'elle ne le faisait avant? Est-ce qu'aujourd'hui, la France a encore une voix singulière dans le concert des nations? Nous ne le pensons pas, et c'est pour ça que nous pensons qu'il est nécessaire de quitter le commandement intégré de l'OTAN. Non pas pour des raisons militaires, non pas pour des questions de matériel, pour envoyer un signal au monde, pour dire au monde, la France est là, la France qui est une nation non pas occidentale, mais une nation présente sur l'ensemble des océans, une nation qui va subir dans ses territoires l'ensemble des bouleversements climatiques qui arrivent, eh bien cette France a des propositions à faire. A des propositions à faire à toutes ces nations qui refusent l'embrigadement dans un bloc, qu'il soit états-unien ou qu'il soit chinois ou qu'il soit russe. Des nations qui sont prêtes à travailler ensemble pour lutter contre le réchauffement climatique, pour mettre en place au sein de l'ONU un régiment de casques bleus climatique pour répondre aux catastrophes climatiques. Bref, un monde qui soit des nations qui sont prêtes à travailler pour un traité de démilitarisation de l'espace. Des nations qui soient prêtes à travailler ensemble pour mettre en place un droit international du cyber. Des nations qui soient prêtes à travailler ensemble pour protéger nos océans et nos fonds marins. Bref, des nations qui sont prêtes à travailler ensemble pour promouvoir la paix dans un monde qui en a plus que jamais besoin. C'est cela que nous souhaitons porter comme projet. Donc vous l'aurez compris, nous souhaitons en effet sortir du commandement intégré de l'OTAN. Nous souhaitons en effet lancer des négociations diplomatiques sur un traité de l'espace, sur le droit international du cyber, mais également, et bien que nous reconnaissions l'utilité de la dissuasion aujourd'hui, bien que nous soyons prêts à financer la rénovation de notre outil de dissuasion, nous ne pouvons pas ne pas poursuivre l'objectif que la France s'est elle-même fixé en ratifiant le traité de non-prolifération des armes nucléaires d'un désarmement multilatéral. La France doit être à l'initiative de négociations pour que les nations dotées et détentrices de l'arme nucléaire s'engagent dans un processus de dénucléarisation du monde. Parce que, aujourd'hui, nous le voyons, les ruptures scientifiques sont majeures dans le domaine du cyber, dans le domaine du spatial. Elles mettent en question la crédibilité de notre dissuasion. Non pas aujourd'hui, non pas dans 10 ans, mais dans 20, 30, 40 ans.
Quel est le dirigeant de ce pays qui est capable d'assurer que la dissuasion nucléaire ne sera pas notre future ligne Maginot? Nous devons aujourd'hui penser la dissuasion de demain. Une dissuasion qui ne sera sûrement pas nucléaire, mais qui peut être spatiale, qui peut être cyber. Bref, aujourd'hui, nous devons, et c'est notre proposition, créer un commissariat à la dissuasion de demain. Réfléchir, permettre à nos scientifiques, à nos meilleurs techniciens, à nos meilleurs ingénieurs de réfléchir à ce que pourrait être la dissuasion de demain, techniquement et doctrinalement. Bref, nous devons redonner à la France et garantir à la France sa place dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes à la pointe dans le domaine du spatial. Nous sommes à la pointe dans énormément de domaines industriels. Nous devons conserver cela. Pour cela, il faut garantir que notre base industrielle et technologique de défense reste souveraine, qu'elle ne soit pas vampirisée par des entreprises étrangères. Nous devons nationaliser, rendre dans le giron public les grandes entreprises de la défense qui étaient publiques, qui ont été privatisées, alors même que c'est un domaine dans lequel il n'y a pas de concurrence, c'est un domaine dans lequel ces entreprises n'ont pas le droit d'exporter. Bref, des entreprises qui sont captives, qui ne peuvent vendre qu'à un seul client, l'État français, sauf si ce client les autorise à vendre à d'autres nations. Bref, il n'y a aucune logique à ce que ces entreprises soient dans le domaine concurrentiel. Et nous devons protéger ces industries, protéger notre savoir-faire. Nous devons renoncer à toutes ces coopérations qui sont aujourd'hui à sens unique, c'est-à-dire c'est la France qui fournit les compétences et qui, à la fin, se les fait voler. Nous pensons évidemment aux coopérations actuelles avec l'Allemagne, qu'il s'agisse du SCAF, qu'il s'agisse du MGCS, du char du futur. Nous sommes pour des coopérations, mais des coopérations égales, des coopérations égalitaires sur des projets industriels, non pas pour satisfaire le mythe d'un couple franco-allemand qui n'existe que dans l'esprit de quelques dirigeants français. Bref, garantir la place de la France dans le monde, renforcer le rôle du Parlement, tout cela, c'est ça notre projet. Et donc vous allez pouvoir le constater au travers donc, de cette vision de contre-LPM, mais également dans la défense de nos amendements lors de ces 15 prochains jours de débat. Ce sont deux visions de la France qui vont s'affronter. Celle du gouvernement d'une part, soutenue par beaucoup de partis qui ne sont pas dans la majorité aujourd'hui, et notre vision, partagée sur beaucoup de points par les autres groupes de la NUPES, pour une France indépendante au service de la paix. Évidemment, avec mes collègues de la Commission de la Défense, nous nous donnons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous disiez que votre position était partagée par la NUP, mais sur certains points, il y a des divisions, il y a des désaccords, on va dire, au sein de l'UP, comme par exemple la sortie du commandement intégré de l'OTAN, les socialistes ne sont pas d'accord. L'arrêt, enfin, vous n'avez pas parlé d'arrêt, mais sur les partenariats avec l'Allemagne, vous parlez d'un changement. Là-dessus, ils ne sont pas aussi forcément d'accord, sur la sortie nucléaire également. Comment est-ce que vous allez aussi fédérer un petit peu la NUP sur une position militaire où on voit qu'il y a des désaccords? Alors, évidemment, il y a des désaccords, mais c'est le principe de toute alliance que d'avoir des désaccords. Et la force de toutes les alliances, c'est de pouvoir les dépasser. Si vous regardez attentivement les amendements qui ont été déposés, vous verrez que sur la question des partenariats militaires européens, sur la question des coopérations industrielles, sur la question de l'OTAN, nous avons déposé des amendements co-signés, notamment par Cyrielle Châtelain, présidente du groupe des écologistes, par Anna Pic, qui est la chef de file des socialistes, et par moi-même, pour montrer que nous pouvons travailler ensemble et avancer. Vous avez cité l'exemple de l'OTAN. Eh bien, vous verrez que nous avons co-signé un amendement qui a été également déposé par le groupe GDR, qui fixe comme objectif que tous les 5 ans, le Parlement émette un rapport sur l'intérêt pour la France d'être membre de ce commandement intégré de l'OTAN et que le Parlement se prononce par un vote pour ou contre la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Nous avons donc là une position commune de l'ensemble des forces de la NUPES sur le fait de soumettre la question de la présence de la France au sein du commandement intégré de l'OTAN, non pas à une vision béate de l'OTAN, mais aux réalisations concrètes et aux bénéfices concrets pour la France
que d'avoir été membre de ce commandement intégré de l'OTAN. C'est ça la force d'une alliance, de savoir trouver les moyens de, non pas contourner, mais d'affronter en face des potentiels désaccords. Et alors pourquoi ne pas avoir présenté ce contre-projet au nom de la lutte entière? Parce que Vous avez pu faire avec le budget ou tout à fait, mais parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur des sujets qui sont en effet les sujets sur lesquels il y avait peut-être le plus de désaccords entre les partis de la NUP, qui étaient assumés dans le programme. Là, nous avons souhaité faire un projet LFI. Je pense qu'il aurait, si nous avions eu quelques semaines de plus, nous aurions pu proposer un contre-projet NUPES. Aujourd'hui, les délais du Parlement étaient tels que nous avons préféré une présentation LFI avec, en parallèle, des amendements communs, et j'aurais pu vous en présenter d'autres, que nous signions avec la NUPES. Et vous le savez, sur les questions européennes, nous sommes, nous, favorables à ce que soient discutées les questions de défense européenne, de coopération industrielle, dans le cadre des discussions sur la constitution d'une liste unique que nous espérons de la NUPES pour les élections européennes. Si vous voulez rajouter des choses, vous n'hésitez pas. En commission, il y a une ambiance quand même assez consensuelle, au moins entre le gouvernement et la droite. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'au vote contre ou consensus? Par ailleurs, sur les exportations d'armes, vous vous positionnez dans la mesure de la balance commerciale de la France est très dégradée. Est-ce que la France peut se priver Tu veux dire l'intention de travail sur l'intention de travail? Ah oui, c'était quoi le premier déjà? Écoutez, nous, vous l'avez vu, nous avons des divergences de fond avec le gouvernement sur l'ambition pour notre pays et les orientations. Donc nous allons voir au cours du débat comment nos amendements sont reçus, comment nos amendements sont discutés, et nous arbitrerons au fur et à mesure du débat. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, il nous semble impossible de voter pour cette loi de programmation militaire, tant pour les incohérences pointées par Aurélien Saint-Toul au début que par les divergences de fond. Et nous verrons au fil du débat si le gouvernement est capable de prendre en compte les enjeux essentiels pour notre nation, au-delà même de nos armées, lors du débat, et nous trancherons à la fin. Et sur le deuxième point, je vais laisser Aurélien. Alors, sur la question du contrôle des exportations d'armement, la réponse, elle est simple. D'abord, vous venez de le dire, le déficit de la balance commerciale est élevé, alors même que nous exportons des armes. Donc, soit on est cohérent et on considère que c'est tellement important parce que ça permet de renverser la vapeur, la tendance, mais manifestement, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'on a choisi une stratégie qui n'est pas gagnante. Premier point. Deuxième point, nous défendons l'idée que la Ve République n'est pas une république, n'a pas les institutions les plus démocratiques qui soient, c'est le moins qu'on puisse dire, et que le Parlement doit pouvoir se prononcer. Donc le Parlement doit aussi pouvoir se prononcer sur cette question de l'exportation d'armement. Nous apportons une réponse même plus complète, nous le disons. Bastien Lachaud a commencé par signaler que le commerce des armes est prohibé. Le régime ordinaire, c'est la prohibition de l'exportation d'armement. Donc considérer que l'exécutif doit avoir comme prérogative exclusive le choix d'exporter ou de ne pas exporter des armements, c'est un problème démocratique fondamental. Dans le cas du contre-projet et des amendements surtout que nous avons déposés sur le sujet du contrôle des exportations d'armement, nous nous sommes limités à reprendre le dispositif du rapport Maire-Tabarot, qui est donc un rapport qui ne provient pas d'un groupe de gauche, de députés de gauche, et c'est un rapport, j'ai envie de dire, minimaliste dans ses exigences. Nous considérons que si nous obtenons que ces dispositions déjà soient validées, nous aurons fait quand même un pas en avant sérieux. Mais il est clair que nos propositions allaient plus loin que celles du rapport Maire et Tabarot. Et ce qu'on a vu en commission, c'est que même ces dispositions, même ces incitations qui étaient issues pourtant de LR et de LREM, n'ont pas reçu l'assentiment du ministre. Donc nous, notre objectif sera très clair et parfaitement assumé. Ce sera de pointer la contradiction dans l'exécutif. Je peux même vous dire plus.
Je crois sincèrement que le rapport Mer et Tabarot a été instrumentalisé dans le cadre de la pré-campagne présidentielle comme une espèce d'appât, et qu'au bout du compte, on ne voit rien, alors que toutes celles et ceux qui sont mobilisés, en particulier les ONG qui sont mobilisés sur la question du contrôle des exportations d'armement, y voyaient un signe d'ouverture et une avancée majeure. Aujourd'hui, nous disons, chiche, montrez que vous avez un peu de suite dans les idées, et que LR, LREM ne doivent pas démentir leurs propres collègues. Et le dernier élément, pardon, puisque je parlais de régime ordinaire qui est la prohibition, nous avons une réponse aussi claire du point de vue du modèle économique. Nous prônons la nationalisation des industries de l'armement. Parce que, évidemment, c'est la porte ouverte à beaucoup, à la fois d'abus et de problèmes, y compris pour la satisfaction des besoins domestiques ou des besoins nationaux. Parce que quand vous placez les industriels de la défense dans une logique nécessairement mercantile, eh bien forcément, vous les obligez à travailler au bénéfice de clients spécialement solvables, les monarchies du Golfe pour ne pas les nommer, et qui n'ont pas du tout les mêmes besoins que nos armées. Et donc vous vous retrouvez, parce que l'export doit permettre de payer moins cher, etc., vous vous retrouvez avec du matériel qui n'est pas nécessairement conforme aux besoins des armées françaises, etc. Donc il y a toute une logique que nous tirons sur la nationalisation, le pôle public de l'armement, le contrôle parlementaire des exportations et le modèle économique. Je vous en prie. Bonjour, quelle est votre position sur les articles 29 et 31 qui sont relatifs aux installations de nucléaire de défense et à la cause des câbles sous-marins? C'est la première question. La deuxième question, ça concerne vos propositions sur la prise en compte de risques écologiques dans le programme national militaire. Est-ce que vous avez des propositions là-dessus? Alors, sur ce qui est du nucléaire de défense, il est clair que aussi longtemps que nous considérons que la dissuasion demeure crédible et un élément clé, disons, du modèle de défense français, il faut être cohérent avec l'idée qu'il y aura de l'industrie nucléaire, enfin des moyens nucléaires développés. Mais c'est sur la sous-traitance. Et donc, en revanche, il est aussi cohérent que nous avons déposé des amendements qui visent à interdire purement et simplement la sous-traitance, de la même façon que dans le domaine du nucléaire civil, la sous-traitance, et je crois que Christophe connaît bien le sujet, la sous-traitance dans le domaine civil est la source de risques très importants, d'une dégradation grave des conditions de santé et de travail des agents, etc. Donc dans ce domaine-là, on va transposer, si je puis dire, notre philosophie, qui est, on est dans un domaine régalien parce que nucléaire, ultra régalien parce que c'est du nucléaire de défense, et donc il n'y a aucune raison qu'on puisse se permettre et imaginer se permettre de la sous-traitance dans ce domaine-là. Pour ce qui est de l'impact plus global des armées, l'impact écologique des armées en général, les propositions, elles sont plus difficiles à préciser parce que ça demande un service juridique quand même assez étoffé. La question pose des câbles sous-marins. Nous disons sur les câbles sous-marins très simplement. Aujourd'hui, on évoque les questions des câbles sous-marins comme un problème soit de souveraineté du point de vue des données. Ce n'est pas un énorme problème écologique, le câble en tant que tel. Le chalutage, etc., c'est bien plus problématique. Et c'est un problème de résilience. Parce qu'évidemment, si vous êtes dépendant, comme c'est le cas pour l'Internet français, des câbles sous-marins, bah évidemment, votre réseau va sauter pour peu que vous ayez un ennemi qui ait décidé de mettre 3 mines aux bons endroits. Donc nous avons une position très simple et cohérente. Il faut être capable de relocaliser les serveurs, de s'assurer que ce sont des serveurs en France ou à minima de droit français, parce qu'on a un problème sinon sur la confidentialité des données, etc. Mais je ne pense pas que la question des câbles sous-marins soit en tant que telle une question d'ordre écologique. Pour le reste, l'impact écologique, ça a été l'objet d'une question au gouvernement, parce que dans la précédente LPM, il y avait toute une série de dispositions qui créaient des exceptions sur les enquêtes d'utilité, sur les enquêtes environnementales, et on n'a pas eu la réponse effectivement sur ce sujet-là. Mais sur la question de l'environnement, globalement, il ne faut pas simplement, même si je comprends qu'on se la pose, le problème se pose à la fois de l'impact des armées, j'ai parlé de l'après-pétrole, on peut le prendre aussi évidemment du point de vue de la vision globale stratégique, dans quel monde on va se retrouver, et là il faut aussi se rendre compte que
on va, dans 10-15 ans, très rapidement se retrouver face à des accidents ou des crises climatiques, des catastrophes climatiques simultanées auxquelles nous devrons faire face. On va se retrouver avec un incendie à un endroit, une inondation à un autre, et souvent au même moment, et parfois à l'échelon européen. On va se retrouver, on l'a vu déjà l'été dernier, des inondations en Allemagne, etc. Donc on ne peut pas arriver à avoir une vision de coopération et parler de coopération en permanence. Oui, j'aurais dû sans doute laisser la parole à Martine, je vais te laisser compléter, mais avoir une vision de coopération et ne pas en parler dans ces domaines-là. Si tu veux rajouter... Oui. Oui, moi je veux bien rajouter des propositions que nous avons et dont la LPM actuelle, enfin celle qui arrive là, ne parle pas. Donc mes collègues vous l'ont dit, cette loi de programmation militaire n'est pas à la hauteur des enjeux de demain. Il y a encore trop d'éléments qu'elle n'anticipe pas. Par exemple, le dernier rapport du GIEC qui tire la sonnette d'alarme et nous évoque des scénarios catastrophiques de réchauffement climatique. D'ici 2100, on pourrait connaître une augmentation de la température mondiale de 3 degrés à 4 degrés en France. On ne s'en rend pas compte, mais les feux de forêt qui ont déjà eu lieu vont se démultiplier et nos territoires, et notamment les territoires littoraux et d'outre-mer, vont souffrir de la montée des eaux et de l'appauvrissement des ressources naturelles et des cultures. Et la LPM n'en parle pas. Et on a aussi l'enjeu des armées qui seront appelées dans la lutte contre les feux de forêt. Elles vont aussi, par exemple, devoir gérer les flux de migration climatique importants. Des nouveaux conflits liés à l'appropriation des ressources naturelles vont apparaître. Il va y avoir des territoires entiers sous l'eau. Cette LPM ne cherche même pas à savoir si certaines de nos infrastructures vont être impactées par le changement climatique. Alors vous verrez, on a proposé pléthore d'amendements sur le changement climatique et on le détaille dans le contre-projet, qui est ici. Pardon. On propose notamment la mise aux normes des bâtiments et des équipements, la réalisation d'un audit pour identifier les infrastructures fragiles et susceptibles d'être touchées par de futures catastrophes naturelles, un travail aussi sur les pôles et sur l'ouverture des nouvelles voies navigables, mais surtout un travail de planification écologique parce que la défense et nos armées doivent servir d'exemple dans la bifurcation écologique et notamment de déploiement de casques bleus climatiques de l'ONU. Voilà, dans nos propositions. Merci. Sur les nationalisations que vous envisagez, est-ce que vous avez une idée du montant que ça représenterait et comment vous les financez? Et par ailleurs, sur le rapport avec l'Allemagne, j'ai suivi un peu le débat en commission, à un moment vous aviez même un amendement, vous retiriez le mot Allemagne des coopérations, c'est assez clair et simple. Je voudrais savoir pourquoi cette agressivité avec l'Allemagne. Alors, nulle agressivité avec l'Allemagne. Sur la première question, je pense qu'il faudra, de manière précise, quand nous serons au pouvoir, faire un état des lieux de la BITD, voir le périmètre, parce que beaucoup de ces entreprises sont des entreprises ou multi-étatiques ou autres. Donc, quel est le périmètre précis des zones sensibles à nationaliser, et nous verrons le montant et les indemnisations à ce moment-là, s'il y en a. Et de toute manière, ce qu'il a été possible de faire dans les années 80, je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas capables de le faire aujourd'hui. Sur la question de l'Allemagne, nulle agressivité avec l'Allemagne, juste de la responsabilité et de la lucidité. Pour repréciser l'amendement que vous évoquez en commission, nous souhaitions retirer l'Allemagne de la liste des partenaires fiables. Pas de l'ensemble de la liste des partenaires, juste fiables, tout simplement en se basant sur l'expérience du passé. Nous avons signé un accord sur le spatial, optique et radio, ça s'appelait les accords de Schwerin. Les Allemands ne les ont pas respectés. Nous avons engagé un partenariat sur des avions de reconnaissance maritime. Le partenariat MOSE. Les Allemands ne l'ont pas respecté et aujourd'hui nous nous retrouvons le bec dans l'eau à ne pas savoir que faire. Sur le SCAF, tout le monde a vu les avanies de ce programme.
Aujourd'hui, à force de pression, tout le monde s'est mis d'accord sur la phase 2B, parce que les deux pays et tous les industriels ont intérêt à cette phase, mais nul n'est capable de nous dire ce qu'il en sera de la suite, ni des intérêts convergents. Sur le MGCS, mon collègue Saint-Toul vous en a parlé. Aujourd'hui, nous n'avons aucun exemple de partenariat militaire franco-allemand dans les 20 dernières années qui ait porté ses fruits. Je ne vous parle pas des années 70-80, je vous parle des 20 dernières années. Le seul programme qui... Pardon ? La 400. J'allais y venir. La 400M, en effet, plus de 20 ans pour le développer, des surcoûts faramineux, et surtout, au final, l'Allemagne, qui ne respecte pas sa part du marché sur le nombre d'appareils qu'elle achète, vu qu'elle a revendu ces appareils, ce qui donc prive Airbus d'un marché export, et qui, en plus, fait qu'au final, ce sont les armées françaises qui vont financer des matériels supplémentaires pour maintenir les chaînes de production en Espagne. Beau succès. Ce qui ne remet pas en question la qualité de l'avion, mais en termes de partenariat, on fait mieux. Donc, ce que nous disons, c'est que nous souhaitons lancer des partenariats industriels sur des bases égalitaires, dans des objectifs opérationnels avec l'ensemble des nations qui le souhaitent. Voilà. La réalité, c'est qu'avec l'Allemagne, nous n'avons pas les mêmes objectifs. L'Allemagne veut acquérir nos technologies et développer sa base industrielle. N'a pas les mêmes besoins, les armées allemandes, encore heureux, n'ont pas les mêmes besoins que les armées françaises en termes de matériel, parce que les deux armées n'ont pas le même modèle et n'ont pas la même doctrine d'engagement. Donc à partir de ce moment-là, l'Allemagne n'est pas un partenaire privilégié dans le domaine des coopérations militaires. Si vous regardez le spatial, aujourd'hui, nous avons des entreprises allemandes qui concurrencent Ariane Group ou ses filiales dans le domaine des micro-lanceurs, qui aujourd'hui met en péril la coopération européenne dans le domaine du spatial. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Italie, c'est l'Allemagne. Donc à partir de ce moment-là, nous considérons qu'une nation qui nous fait concurrence dans un domaine où nous sommes une nation d'excellence, où les Français contribuent grandement au budget de l'espace, par habitant, nous sommes le deuxième contributeur net dans le domaine du spatial, au niveau mondial, il n'y a aucune raison que nous considérions que l'Allemagne soit un partenariat fiable, ce qui n'empêche pas d'avoir des relations amicales avec le peuple allemand. Ces sujets industriels sont un peu techniques, mais il y a le cas du MGCS sur lequel il faut revenir un instant, parce que c'est l'actualité la plus chaude, et c'est un des sujets qu'on néglige un petit peu. Donc le MGCS, c'est le programme de chars du futur. Ce programme, il est censé être mené en coopération, il était censé être mené en coopération entre la France et l'Allemagne, avec deux partenaires industriels, Nexter et donc, au sein de KNDS, Nexter et KMV. Dès le début, on a eu un problème, puisque Rheinmetall, qui n'était pas partie prenante de l'accord, s'est invité, et le gouvernement allemand a accepté ou a obtenu qu'un deuxième industriel vienne, si je puis dire, grignoter le gâteau. On avait donc un problème majeur. Le dernier avatar, ou le dernier événement des problèmes franco-allemand dans le cadre du projet MGCS, c'est l'annonce la semaine dernière de l'achat de 141 appareils Léopard, donc des chars Léopard qui existent déjà, qui sont des produits de Rheinmetall, par l'armée allemande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, manifestement, l'armée allemande ne compte pas sur la sortie prochaine d'un char du futur. Quand je dis prochaine, c'est à horizon de quelques années, enfin 5-15 ans, entre 5 et 15 ans, mais que l'armée allemande, et donc l'État allemand, considère que le renouvellement de son propre parc par des Léopards sera suffisant. Donc, qu'en ce moment, il y a un projet qui concentre l'attention de la DGA et de l'industrie française, qui va in fine tomber à l'eau, qui va immobiliser des crédits, des ressources humaines, des moyens,
pour, au bout du compte, ne déboucher sur rien, puisque le client allemand ne sera pas là, que les besoins vont être spécifiés pour répondre aussi à la demande allemande en même temps qu'à la demande française, évidemment en rallongeant la note et les délais, et qu'au bout du compte, l'industriel français sera le bec dans l'eau, sans capacité, sans véritable char créé, avec une perte de moyens, une perte de savoir-faire et une absence totale de clients. Et je souligne que ça signifierait, dans ce cas, que la France aurait perdu la capacité à faire des chars. On peut imaginer ce qu'on veut, on peut considérer que, parmi les techniciens ou les spécialistes, que l'heure n'est peut-être plus totalement aux chars, mais le retour d'expérience de la guerre en Ukraine montre qu'en réalité, les chars ne vont pas disparaître des champs de bataille avant plusieurs décennies. Et donc, dans ce domaine-là, la France se prive et de la capacité à les produire pour elle-même ou à les produire pour d'autres. À un moment où on entend partout qu'il y a des cessions d'armement et que c'est pertinent, utile, etc. Donc, on se mettrait aussi dans la situation de ne pas ni pouvoir en exporter, ni pouvoir en céder. Donc, encore une fois, comme le disait Bastien, pas d'agressivité vis-à-vis de l'Allemagne, juste chat échaudé craint l'eau froide. On est bien échaudé, ça fait maintenant plusieurs années, on a bien compris le message, donc pas de privilège dans la coopération avec l'Allemagne. On pourra faire des choses, il n'y a aucune nécessité à dire que si les Allemands n'en sont pas, alors il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de projet. Là, les points de vue que vous développez ne sont pas particulièrement liés à des données sur le caractère public ou privé des entreprises, des choses comme ça. Est-ce que ces points de vue-là sont partagés par d'autres groupes au sein de l'Assemblée? C'est des considérations d'équilibre. D'une manière générale, je crois que ce qu'on dit émane bien souvent, pas des groupes, mais tout simplement de personnes qui connaissent ces sujets. Comme je l'ai dit, ce sont des sujets techniques, et si vous avez des discussions avec les industriels, une fois sorti un peu le discours officiel, émerge assez rapidement ce genre de considérations d'après lesquelles, en réalité, la base industrielle et technologique de défense est grignotée petit à petit. Le cas d'Isar Aerospace a été cité par Bastien Lachaud sans l'expliciter, mais quand vous vous retrouvez à développer votre propre mini-lanceur et que de l'autre côté, l'État allemand, qui est censé soutenir une coopération et une entreprise binationale, pour ainsi dire, se retrouve à chercher des alternatives, à essayer d'inventer ou de créer un pas de tir en mer du Nord, etc., vous voyez bien que celui qui est censé être votre partenaire est en train de préparer un plan B. Donc, si à chaque fois vous vous retrouvez avec un partenaire qui prépare un plan B, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et il n'y a pas besoin, en réalité, même si on apprécie de discuter avec nos collègues des autres groupes, on n'a pas besoin de se coordonner avec d'autres forces des autres groupes. En réalité, la connaissance des sujets amène très vite à cette conclusion-là. Et je vais préciser, vous avez suivi les débats en commission, vous avez vu qu'en commission, nous avons obtenu l'accord du ministre, déjà sur le fait que le Parlement soit informé à chaque phase du programme SCAF, ce qui est la moindre des choses, quand on sait que de l'autre côté du Rhin, nos collègues parlementaires, eux, doivent voter et valider chaque nouvelle phase du programme. Et vous le verrez, nous avons déposé avec les autres groupes de la NUPES un amendement pour que chaque phase du programme SCAF soit validée par le Parlement. Ce qui montre bien que cette inquiétude sur les partenariats franco-allemands est partagée, y compris par les autres groupes de la NUPES et au-delà. Je pense que les Républicains peuvent être sensibles, pour en avoir discuté avec le président Marlex, à une telle forme de contrôle parlementaire sur les programmes franco-allemands. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Et